les sourds qui rencontrent aujourd'hui Marie-Thérèse ou qui rencontrent Yvetté n'ont pas conscience de la lutte extrêmement dure qui a été menée il y a 35 ans par ce groupe dont faisait partie Marie-Thérèse. Marie-Thérèse a été peut-être celle qui a été le plus intéressée par ce qu'il pouvait bien y avoir au cœur même de l'organisation de la langue des signes. Marie-Thérèse a un parcours extraordinaire. Aujourd'hui, elle est chercheure au CNRS, au sein de l'équipe de Créageste. C'est un poste universitaire important. Là, elle gère, dirige et coordonne une équipe de recherche sur la LSF. C'est pas rien quand même. Avant, il y avait un couloir ici. Et la concierge était là. « Bonjour, madame !» Mais maintenant, il n'y a plus de loge. En effet. Il y avait des classes là, tout le long du couloir. Oui, c'est là. C'est joli. C'est une classe? C'est pas mal, hein, les tables en demi-cercle. C'est mieux comme ça. Viens voir. Je voulais suivre la filière comptabilité et on m'a dit « Non, non, toi tu vas en couture ». Et j'ai été forcée de faire de la couture alors que je n'aimais pas ça. J'aurais pu faire de la compta, mais je me suis retrouvée avec les mauvais élèves à faire de la couture. Pourtant, j'étais première de la classe. J'aurais pu être orientée vers un métier plus intellectuel et on me cantonnait au seul métier manuel. C'était vraiment énervant. Après, quand j'ai quitté l'école, je leur ai demandé pourquoi. Et on m'a dit « C'est parce que tes parents ne sont pas venus voir le directeur. Les autres parents, eux, ont au moins contacté l'école par téléphone pour les inscriptions. » Un vrai gâchis. Bah oui, c'était plus difficile pour tes parents. Ils étaient sourds, ils ne pouvaient pas téléphoner. Pour les miens, c'était plus simple parce qu'ils étaient entendants. C'est injuste. Oui, mais tu le sais, toi, quand les parents sont sourds, ils sont souvent écrasés par le système. Quand j'ai eu mon diplôme, mon CAP de couture, j'étais vraiment fière. Toute ma scolarité, j'ai été la première de la classe. Je pensais que j'allais pouvoir intégrer facilement le monde du travail, et en fait, pas du tout. J'avais l'impression qu'ils s'étaient moqués de moi pendant des années, qu'on m'avait menti. Je ne savais ni lire ni écrire. J'étais un peu comme une étrangère dans mon propre pays, la France. J'étais issue d'une culture minoritaire qui me mettait à l'écart. C'est à partir de ce moment-là que je me suis révoltée. J'ai ouvert les yeux et je me suis battue pour changer tout ça. Oui, je comprends. Mais tu étais aussi très douée pour expliquer, argumenter, convaincre. Alors que d'autres se battaient de façon plus agressive. Toi, tu étais calme et réfléchie, tu argumentais pour défendre tes convictions. Tu avais déjà d'énormes possibilités. Écrire, c'est primordial. Pourtant, avant, je me disais, à quoi sert d'écrire? Dans quel objectif? Pourquoi faire? Je me suis rendu compte que pour s'intégrer parmi les entendants, il fallait savoir écrire. Et c'est là que je suis entrée pour la première fois dans une bibliothèque.
Je ne savais pas où chercher parmi cette multitude de livres. Il y en avait tellement. Je me sentais oppressée. Je ne savais pas où étaient les livres pour adultes, pour enfants, la littérature, les romans. J'étais perdue au milieu de ces livres, dépassée. Je ne savais pas quoi faire. Je me perdais dans les rayonnages. Je voyais les entendants se diriger d'une étagère à une autre sans difficulté. Je me sentais enfermée dans un lieu réservé aux entendants et interdit aux sourds. Petit à petit, je me suis mise à observer les entendants qui consultaient les fichiers en fonction du nom de l'auteur ou du titre d'un livre. Ensuite, ils se dirigeaient vers un rayon et trouvaient facilement le livre. Je me suis mise alors à les imiter. J'ai consulté les fiches. C'était compliqué. Les titres, les noms d'auteurs. J'en ai pris une. J'ai cherché le livre, mais je n'arrivais pas à le trouver. J'étais toujours dépassée. Il fallait que je m'y prenne autrement. Et c'est là que j'ai décidé de me tourner d'abord vers une bibliothèque pour enfants. J'ai trouvé un livre destiné aux enfants de 6 ans, assez visuel, avec beaucoup d'images et peu de texte. J'ai essayé de le lire et je me suis immédiatement retrouvée sur les bancs de l'école à essayer de déchiffrer. Sujet, verbe, complément. J'avais du mal à prendre de la distance par rapport à ça. Les mots ne faisaient pas sens. Je ne faisais pas le lien entre ce qui était écrit et ce que ça voulait raconter. C'était dur. J'étais encore dans l'apprentissage technique, comme à l'école, et pas dans le plaisir de lire. Que faire ? Je suis d'abord allée au cinéma pour voir un film. Je me souviens, c'était Papillon. J'ai été enchantée. Tellement enchantée qu'ensuite j'ai acheté le livre. Et grâce aux images du film, j'ai pu entrer dans le livre. Dans un deuxième temps, j'ai essayé un autre livre, sans l'aide d'un film. J'ai tout de même demandé à une personne sourde qui savait lire de me raconter un livre qu'elle aimait particulièrement. Et comme ça, j'ai pu mieux l'imaginer et être en mesure de le lire. Et ensuite, je me suis attaquée à un troisième livre, sans aucun support et sans que quelqu'un me signe l'histoire. Quel livre j'ai choisi ? C'était un ouvrage qui était proche de la culture sourde et du vécu d'un sourd. J'ai enfin commencé à prendre du plaisir à lire. Mais je ne me suis pas dit que j'allais pouvoir prendre n'importe quel livre, non. J'ai privilégié les livres qui m'étaient utiles. C'était un besoin urgent. Des livres qui pouvaient m'aider à trouver du sens à ma vie. Et ce dont j'avais besoin, c'était de l'information. Encore de l'information. Je lisais pour vivre. Lire pour vivre. J'ai rencontré Marie-Thérèse en 1976, il y a bientôt il y a plus de 35 ans. Je l'ai rencontrée à une époque où j'avais créé IVT, qui était le Théâtre Visuel International, le premier théâtre des sourds en France et le premier grand théâtre professionnel en Europe. Et j'avais fondé ça avec Alfredo Corrado. J'avais créé au Château de Vincennes un lieu de travail et nous cherchions un groupe de comédiens sourds, il n'en existait pas en France, pour créer une troupe de théâtre sourd, pour donner une vision culturelle du monde des sourds et changer le regard culturel des sourds et surtout que les sourds puissent exprimer leur propre culture. Marie-Thérèse, comme la plupart des gens du groupe, comme tous les gens du groupe, c'était un bloc. C'était un peu comme des militants. Ils m'ont fait penser un peu à l'époque aux gens d'un front de libération quelque part, ou c'était pas des politiques, mais ils avaient une telle volonté de vouloir changer la situation des sourds que ça revenait au même. C'était un engagement, je cherche le mot, c'était un engagement
qui étaient totalement entiers. C'était des gens qui travaillaient, ces gens-là travaillaient dans des ministères où il y avait des emplois totalement déclassés. Et tout d'un coup, ils prenaient le soir, ils arrivaient au château, ils passaient encore 3 heures tous les soirs, c'était bénévole, il n'y avait pas d'argent, à commencer à vouloir créer quelque chose. Au château de Vincennes, Alfredo Corrado, il est venu nous expliquer comment ça se passait aux États-Unis et l'université des sourds de Gallaudet. Une université dans laquelle tout, absolument tout est accessible. Ce qu'on a compris à ce moment-là, c'est qu'en France, la société dans laquelle on vivait était une société d'entendants, faite par et pour les entendants. Et c'est bien pour cela qu'on n'y avait pas accès. Donc, il fallait que nous changions cette société, que nous la rendions accessible aux sourds, que nous revendiquions nos droits à l'usage de la langue des signes, à l'accès aux connaissances, à tous nos droits. Et puis, comme beaucoup de sourds, j'étais membre d'associations, et là-bas, je faisais la promotion d'IVT. Je disais « Venez à IVT, c'est fantastique !» Et je faisais pareil au sein des associations sportives, à l'amicale des anciens élèves d'Asnières. En fait, je passais tout mon temps à faire circuler l'info. C'est à ce moment-là que certains sourds se sont réveillés. Ils ont osé prendre la parole et ils se sont dit « Oui, après tout, pourquoi pas ?» Les échanges étaient chaleureux. C'était formidable. Ici, c'était l'IVT, l'International Visual Theatre, sur 3 niveaux. Si je devais faire un bilan de ce que j'ai vécu, je suis là et plein de souvenirs me reviennent. À l'époque, je n'étais pas consciente de ce qui m'avait été transmis. Je ne savais pas que la langue des signes était interdite. Je n'étais pas consciente de ce que je pouvais transmettre à mon tour. C'est ici qu'est né le réveil sourd, que tout s'est déclenché. À partir de là, on a enseigné et transmis la langue des signes, la culture sourde. C'est d'ici que tout est parti. Et revenir sur ces lieux, c'est pour moi... Ce château, c'est comme le symbole de ma force intérieure. C'est le ciment de ma langue des signes. Il m'a tout permis. Ma toute première rencontre avec Marie-Thérèse, c'est une rencontre furtive, parce que je l'aperçois, je ne sais pas si elle m'a aperçu de son côté. Ça se passe à IVT, nous étions quelques entendants à prendre des cours de langue des signes, ça faisait partie des premiers cours de langue des signes enseignés à IVT, et nous étions très intéressés par tout ce qui se déroulait au niveau culturel à IVT à ce moment-là, et notamment à l'aventure théâtrale inaugurée par Alfredo Corrado. Par la suite, je l'ai vu peu de temps après, dans une autre circonstance. L'Académie de la langue des signes s'était déplacée à l'Institut national de jeunes sourds et tous les jeudis soirs donnait des cours de langue des signes et animait 3 ateliers. Et dès les premières réunions que nous avons eues, un petit groupe de sourds s'était réuni, intéressés par la linguistique de leur langue, et il y avait Marie-Thérèse. À l'époque, on ne parlait pas de langue des signes. Hein, on disait les sourds eux-mêmes disaient les gestes, ou quand on voulait faire un petit peu scientifique, le langage mimo-gestuel des sourds. Hein, donc, langue des signes, c'est venu véritablement à la fin des années 70. Je me souviens qu'une de nos premières recherches là, que nous avons fait vraiment ensemble, c'était sur est-ce que la langue des signes permet de tout traduire. Et puis, il y a eu l'opportunité de nous déplacer, d'intervenir lors d'un colloque international de recherche sur la langue des signes qui se tenait à Rome en 1983. Donc on avait décidé de le faire ensemble. Marie-Thérèse en langue des signes
et moi en français. Alors bon, j'avais juste un petit rôle supplémentaire, c'était de contrôler si on était à peu près dans le même temps, mais ça avait été, oui, ça avait beaucoup surpris les autres congressistes, quoi, on pouvait ensemble faire quelque chose, un sourd et un entendant, un linguiste et un locuteur de la langue des signes, et que aussi les sourds pouvaient prendre en charge un discours de linguiste. Voilà, c'est ici qu'habitait Françoise Dolto. Je me souviens qu'avant de sonner à la porte, j'avais un trac monstre, une émotion forte. Parce que Françoise Dolto était très célèbre dans le monde de la psychanalyse. Et j'avais peur de la rencontrer. Je ne suis pas venue seule. J'étais accompagnée de 2 orthophonistes, dont une qui connaissait la langue des signes. On voulait lui demander pourquoi les sourds avaient tant de mal avec les cris. Et la première réaction de Dolto, alors que les orthophonistes lui posaient la question sur la difficulté d'accès à l'écrit des sourds, ça a été de répondre « Je ne suis pas spécialiste de la question de l'écrit chez les sourds. Il faut laisser Marie-Thérèse parler du sujet, parce qu'elle l'a vécu, et que parmi nous, elle seule peut l'expliquer. » J'ai commencé à exposer mes difficultés, à raconter mon expérience. Et ce qui est incroyable, c'est que c'était la première fois qu'une personne m'écoutait. Quand je l'ai quittée, j'étais stupéfaite. C'était une femme très simple, sans aucun jugement, d'une qualité humaine incroyable. Et ça m'a fait un bien fou, parce qu'on a échangé d'égal à égal. C'était le bonheur. C'est elle qui m'a encouragée à écrire et à diffuser mes textes. Pour moi, ça semblait difficile. Je n'étais pas prête à publier des écrits. Alors, avant ça, j'ai préféré faire des conférences, discuter, échanger. Et j'ai vu que le regard des gens commençait à changer. Il devenait positif. Ça m'a rassurée et j'ai enfin eu le courage de publier mes écrits. Françoise Dolto avait raison quand elle disait « Il faut écrire », parce que l'écrit a un pouvoir d'information et de partage. Les écrits sont lus. Et j'ai compris que ça permettait de tout changer. Le titre « Mes mains ont la parole », ça voulait dire que mes mains avaient le droit de s'exprimer. Ça sonnait bien. En tout cas, à l'époque de l'interdiction de la langue des signes, en 1979, c'était un titre fort, accrocheur. Ça signifiait le droit de s'exprimer face à tous les publics. La langue des signes n'était plus seulement utile à la communauté sourde, mais permettait de nous exprimer auprès du plus grand nombre. C'était fort. Ça a créé une petite révolution et la preuve en est, l'émission a marché. Du côté de la communauté sourde, je pensais que ce serait aussi bien perçu. Mais en fait, non. Bien au contraire, ça a provoqué un énorme scandale. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Les sourds me disaient, si jamais tu commences à diffuser la langue des signes auprès des entendants, ils vont se l'approprier, l'apprendre, et ce sera encore pire pour nous. S'ils comprennent ce qu'on se dit entre nous, on vivra une double oppression. Et ça m'a posé un problème. Je me suis sentie coupable. J'ai eu le sentiment de trahir les miens. C'était difficile pour moi. Beaucoup d'entendants ont regardé cette émission, en famille. Elle était à l'époque diffusée 2 fois par semaine. Donc 2 fois par semaine, ils étaient en contact avec la langue des signes.
Et alors, ils pensaient à leurs collègues sourds, au personnel sourd de leur entreprise. Et ils se disaient, demain, je pourrais aller à leur rencontre et simplement leur dire bonjour. Ça a bouleversé les sourds. C'était la première fois que les entendants venaient à eux. Jusque-là, c'était aux sourds de faire un effort. Là, tout était inversé et ça les a perturbés. Les sourds demandaient « Mais qui t'a appris ces signes ?» Et les entendants ne s'attendaient pas à ça. Ce genre de réaction m'a été rapporté de nombreuses fois. C'est à partir de ce moment-là que les mentalités ont changé. Les sourds ont compris qu'il n'y avait pas de risque d'oppression, mais qu'au contraire, cela permettait de nouer des liens avec les entendants. Avant ça, on pensait facilement que les sourds étaient bêtes, qu'ils avaient un niveau inférieur, qu'ils ne s'exprimaient pas. De toute évidence, les sourds étaient intelligents. Les regards ont changé, et cela a rassuré petit à petit notre communauté. Et moi, ça m'a soulagée. Toute petite déjà, dès que tu as eu 2 ans, je me suis amusée à lire ce qui était écrit sur les bouteilles de lait et sur toutes les étiquettes. J'éplais le mot et on regardait les étiquettes sur les poupées, les boissons, les boîtes de gâteaux. L'important, c'était de vous apporter 2 langues visuelles, la langue des signes et le français écrit. Vous vous êtes approprié à la fois la langue des signes et le français grâce à toutes ces images, à ces jeux. Pour moi, le corps est associé aux mots, grâce aux signes. Et petit à petit, vous avez appris à lire par plaisir, en jouant avec les lettres et les caractères. Et vous avez fini par lire des histoires. Je me rappelle que le soir, tu nous racontais des histoires à Jérémie et à moi. Tu me faisais choisir un livre, j'en prenais un et tu nous le lisais. C'est quelque chose qui m'a nourrie. Pour moi, ce qui était important, c'était la relation affective. Tu as aimé ça et petit à petit, tu es devenue autonome. Et tu t'es mise à lire toute seule. Et c'est pareil pour Jérémie. Je lui racontais les histoires en langue des signes. Parfois, il me demandait de le faire oralement, il aimait bien ça aussi. Tous les deux, vous avez eu le même parcours. Après, vous avez tracé votre chemin. La première rencontre avec Marie-Thérèse, ça s'est passé à Marseille. C'était lors d'un stage organisé par l'association 2LPE, de Langue pour une éducation. J'étais tout jeune à ce moment-là. Et elle nous donnait des cours de linguistique. J'étais étonné. Je me suis dit, une femme, sourde, qui donne des cours de linguistique? J'étais tout jeune et ça m'a vraiment impressionné. Je fais souvent appel à elle dans le cadre de formation. Elle intervient pour donner des cours au sein du DPCU, le diplôme universitaire d'enseignement de la langue des signes, et également au sein de la licence professionnelle, et aussi de la préparation à l'enseignement. Pendant ses interventions, elle évoque les contes, la lecture, et à travers tout ça, les sourds se découvrent, s'expriment et s'ouvrent. Le militantisme, il n'a pas disparu. On n'est plus dans une revendication musclée, on est dans une autre forme de militantisme, plus concrète. Mais c'est toujours un combat.
fort.